En 2004, une équipe de chercheurs dirigée par Philippe Charlier a pu étudier une urne contenant les restes supposés d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII au XVe siècle. Cette équipe de chercheurs spécialisée en paléopathologie a une mission: tenter d'élucider le mystère de sa mort suspecte à l'âge de 28 ans et enceinte de 7 mois. Qu'est-ce qui a tué Agnès Sorel ce 9 février 1450 ? Bien entendu, avant de parler médecine, je vais d'abord vous parler d'histoire. Agnès Sorel, c'est une courtisane du XVe siècle, issue de petite noblesse, et elle est vachement jolie. Elle devient demoiselle d'honneur de la duchesse d'Anjou et reine de Sicile, ce qui lui permet d'être présentée au roi de France, Charles VII, le 19 mars 1443 à Toulouse. Elle a 22 ans, il en a 41. En 1443, la France est en pleine guerre de 100 ans. Vous savez, Jeanne d'Arc, le boutage des Anglais qui occupent la Normandie, tout ça. Donc Agnès, elle est mignonne. Elle rencontre le roi, séduction, bisous, zizi pampan, et hop, elle devient la maîtresse officielle du roi de France. Il la met au service de sa femme, la reine, pour la garder à portée. Du coup, Agnès devient une personnalité influente. Elle présente au roi son ami Jacques Coeur, un éminent négociant. Il est riche, très riche, plus riche que le roi même, et il va l'aider à financer ses campagnes. Et le roi, il veut montrer qu'il est prestige. Il offre à Agnès plein de seigneuries, de titres, dont le château de Beauté-sur-Marne. Comme ça, il peut lui dire qu'elle est sa dame de beauté. Ça l'aide à pécho. Et comme Agnès, elle se débrouille plutôt bien aussi, elle aura 3 filles avec Charles VII, qu'il légitime et à qui il donne des titres. Mais bon, c'est des filles, et comme les filles ça rentre pas dans la succession, on s'en tape un peu. À cette époque, c'est toujours la guerre contre les Anglais, devant quelques places fortes, et notamment à Rouen. Du coup, pendant que Charles fait le siège de Rouen, on dit à Agnès « Au secours, il y a un complot contre le roi ». Elle est enceinte de 7 mois, c'est l'hiver, elle a pas trop confiance dans la cour, donc elle décide de prévenir le roi elle-même. Elle fait le trajet de Loches en Touraine où elle réside jusqu'au Ménil-sur-Jumièges en Normandie où elle séjourne dans un manoir. Elle y ressent un flux de ventre. Bon, flux de ventre c'est un terme générique qui veut dire qu'on a mal au bide et qu'on expulse des matières soit par l'avant, soit par l'arrière. Donc soit par le vagin, soit par l'anus, oui. Au bout de 2 jours de souffrance, elle décède, à 28 ans, le 9 février 1450. Et là, c'est le drame pour le roi qui a sauvagement le seum. Du coup, parce qu'il faut bien un responsable, Jacques Coeur tombe en disgrâce. On l'accuse de piquer de l'argent, d'avoir empoisonné Agnès, d'avoir fait des trucs pas nets avec elle. Il est condamné à mort, mais a le temps de s'échapper de sa prison de Poitiers pour se mettre au service du pape. Quant à Agnès, son cœur est retiré et déposé dans un monument de la collégiale de Jumièges. Puis son corps est préparé et transporté depuis Jumièges jusqu'à Loches, ce qui fait passablement une trotte. Surtout que la dépouille est présentée à l'ensemble des villes et villages qu'elle traverse. Son corps sera déposé dans un cercueil de chêne, de cèdre et de plomb, sous un gisant réalisé à son effigie, avec des petits agneaux, et sera installé à l'église Notre-Dame de Loches. Et c'est là que ça devient intéressant. Les religieux, ça les dérangeait quand même un peu d'avoir une compagne illégitime, inhumée en plein milieu de leur église. Alors ils demandaient régulièrement au monarque à ce qu'on déplace le tombeau, ce que Louis XVI accepte enfin en 1777. Les restes de la dépouille sont réduits et placés dans une urne, sous la surveillance d'un médecin. Enfin, une urne, il s'agit surtout d'une poterie bon marché de l'époque qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle un saloir à viande, une sorte de frigo à viande de l'époque. En 1793, le tombeau est profané, le gisant brisé et l'urne initialement jetée dans le jardin du presbytère. Elle sera récupérée par un député révolutionnaire appelé Pochol. Le tombeau et le gisant seront par la suite reconstruits sous le Premier Empire, en sous-sol du château de Loches, puis à partir de 1970 déplacés dans le logis royal du même château. En 2004, il est finalement décidé de la déplacer pour la dernière fois dans la collégiale Saint-Ours, afin de respecter ses dernières volontés. Et c'est l'occasion pour notre équipe de chercheurs d'étudier la fameuse urne. La paléopathologie, c'est la conjonction de plusieurs disciplines au croisement de la médecine, l'archéologie et l'anthropologie. On utilise des techniques modernes d'imagerie perfectionnées, de biologie cellulaire ou moléculaire, afin de comprendre quelles étaient les maladies de nos ancêtres. Ici, c'est une branche assez précise de cette discipline, la pathographie, qui nous intéresse. Elle permet de savoir si les éléments biographiques dont on dispose, comme avec Agnès Sorel, sont cohérents avec les données scientifiques collectées sur le sujet étudié. Alors, soyons honnêtes, on va parler d'éléments scientifiques, mais il est possible que certains éléments puissent choquer les plus jeunes ou les plus chastes. Soyez prévenus avant de continuer la vidéo. Donc si vous découvrez un cadavre de 550 ans dans une urne trimballée plusieurs fois, le plus important c'est d'être sûr que c'est la bonne personne à l'intérieur. Donc la première étape pour nous, ça va être d'identifier la dépouille.
Pour cela, on commence à ouvrir l'urne, et ce qui frappe, c'est que le visage est directement visible à l'ouverture, posé au sommet de cette manière par les chanoines pour un effet spectaculaire garanti. Par chance, la tête est momifiée, il reste donc des secteurs de peau, des cheveux et même des sourcils qui sont exploitables. Son ADN est analysé, pas tant pour le comparer à celui de ses descendants supposés, à cause de la dérive génétique qui peut être importante sur 550 ans, parce que papa est pas toujours forcément votre papa biologique, mais pour confirmer le sexe génétique de notre dépouille. Et c'est parti pour 6 mois, pendant lesquels 22 spécialistes vont étudier le contenu de cette urne selon une approche pluridisciplinaire. Afin de ne pas fouiller n'importe comment, au risque d'en dégrader le contenu, on décide de passer d'abord l'urne au scanner. Au scanner en coupe millimétrée, oui. Du CHU de Lille. Entre 2 patients. Classe. Cet examen permet surtout de ne pas avoir à manipuler à l'aveugle et donc risquer de dégrader les pièces qui sont dans l'urne. On essaie d'être le moins invasif possible. On identifie des morceaux de plomb correspondant au sarcophage, de bois et de ferrure du cercueil, et des morceaux de céramique provenant du couvercle de l'urne. On s'aperçoit que l'urne est remplie de bas en haut, en 5 couches correspondant au pelleté des fossoyeurs de 1777, et replacées des pieds à la tête. Identifier ces pelletés va permettre d'étudier le contenu de l'urne strate après strate. On met ainsi en évidence les restes supposés d'Agnès Sorel, mais également un squelette fœtal de 7 mois, qui n'aurait pu être viable avec les techniques de l'époque de toute manière. L'étude anthropologique de la dépouille permet d'identifier que le crâne a des caractéristiques compatibles avec un sujet féminin. La fermeture des sutures crâniennes, la faible usure des dents et l'absence d'arthrose nous orientent vers un sujet de 25 à 30 ans. Ensuite, une modélisation 3D et reconstruction faciale par informatique permet de déterminer un modèle de visage possible. Ce visage ressemble énormément à plusieurs représentations d'Agnès Sorel, notamment un buste conservé au musée du Berry à Bourges. Et il présente également de grandes similitudes avec son gisant qui aurait été réalisé à partir du corps lui-même, notamment l'implantation des sourcils, de la base du nez, l'ouverture des narines, la finesse des lèvres et la hauteur des conduits auditifs externes. Donc on est sur des éléments qui concordent, mais utilisons d'autres méthodes et disciplines pour confirmer notre hypothèse. Plusieurs filaments dorés sont retrouvés dans les cheveux encore présents, pouvant correspondre à la mantille dorée dont Agnès Sorel était parée lorsqu'elle a été inhumée. Les mêmes filaments sont présents sur les reliques collectées en 1777 lors de la réduction du corps. Ben oui, parce que lorsque le cercueil a été ouvert en 1777, quelques cheveux ont été prélevés pour en faire des reliques, mais on y reviendra. Des débris de bois, notamment de chêne, ainsi que des lamelles de plomb sont retrouvés, correspondant à la composition du cercueil et du sarcophage tel que décrit à l'époque. L'urne en elle-même est une céramique en grès ordinaire, contemporaine de 1777. On a également utilisé la datation au carbone 14 sur certaines parties du corps, permettant de dater le décès entre 1400 et 1480, ce qui encadre la date présumée du décès d'Agnès Sorel. Tous ces éléments nous donnent à penser qu'il s'agit bien d'Agnès Sorel. Mais il nous reste un élément super intéressant et qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir à disposition, ce sont les cheveux et les poils que l'on retrouve sur ce corps momifié. Déjà la section du cheveu, ronde à ovale et son diamètre de 80 micromètres, nous oriente vers un sujet européen selon les critères de classification médico-légaux. L'angle d'éruption du cheveu à 80 degrés nous indique que les cheveux étaient lisses. D'ailleurs, les traces de torsion et de cassure des cheveux témoignent qu'ils étaient très probablement coiffés, tirés en arrière en tension. Par contre, les cheveux ont une teinte brunâtre à l'observation directe, alors qu'Agnès était décrite comme étant très blonde. Et ça marche pas. Ça colle plus. Mais, une analyse microscopique permet de déterminer que les cheveux sont en fait bien blonds, mais recouverts d'un dépôt de surface mélangeant le plomb du cercueil et son liquide de décomposition. Ah bah oui, c'est pas glamour, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui décide. L'examen de la peau permet également de voir que les cheveux de la face sont épilés, tout comme les sourcils, mais pas autant que sur les représentations de l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, un critère de beauté, c'était d'avoir un front très large, donc les traits valorisants ont été un peu exagérés par les artistes de l'époque. On peut aussi penser que vu qu'Agnès Sorel avait de grands yeux, elle s'épilait le haut du front pour donner à son visage un aspect plus harmonieux. On réalise aussi des prélèvements de peau sur le visage, ce qui nous permet de constater un faible taux de mélanine, correspondant à une peau très pâle, et l'absence de maquillage, ce qui est logique à l'époque, puisque l'usage du maquillage était réprouvé par l'Église, qui l'associait à la duplicité et à la prostitution. Tout ça concorde quand même très bien, et avec tous ces détails, on peut même aller jusqu'à reconstituer la coiffure de la défunte. Mais allons encore plus loin, on peut étudier son mode de vie et son alimentation grâce à ses dents. On retrouve 7 dents, présentant des cassures d'émail relativement fraîches correspondant à des tentatives d'extraction à la tenaille. Vous vous demandez pourquoi?
Eh bien c'est parce qu'en 1777, 1793 et à chaque réouverture du tombeau, des pilleurs en ont profité pour récupérer des trucs. En premier les mèches de cheveux, datées de 1777 dont nous avons parlé précédemment, mais surtout les dents, parce que oui, on apprécie carrément de récupérer du matériel à la fois d'origine prestigieuse et d'excellente qualité pour servir de prothèse dentaire aux plus aisés. Parce qu'à l'époque, quand on vous arrachait une dent et si vous vouliez continuer à mastiquer, votre dentiste avait une boîte de dents de cadavres pour les remplacer. D'ailleurs, il n'était pas rare de vendre un chicot ou deux de son vivant pour se renflouer lorsqu'on était endetté. On l'observe d'ailleurs sur certains crânes qui ont des dents nickel et à qui il en manque une ou deux sans qu'on retrouve de raison médicale à leur avulsion. Même les aristocrates de la Rome antique récupéraient de quoi faire leurs prothèses sur leurs esclaves préférés. Enfin bref, je digresse mais revenons à notre sujet. Les dents d'Agnès ne sont pas cariées, présentent peu de tartre et pas de signes d'inflammation, ce qui témoigne d'un excellent état bucco-dentaire. En analysant le tartre et ses débris buccaux, on arrive à identifier les éléments de ces derniers repas. De nombreuses fibres végétales et carnées, différentes, témoignant d'un régime varié et assez riche, contrairement aux paysans qui avaient, eux, un régime assez monotone. Le sément dentaire est une source d'information très intéressante. Déjà, il forme des dépôts tous les ans au niveau de la racine de la dent, un peu comme les stries des troncs d'arbres, ce qui permet de dater son décès entre 23 ans et 9 mois et 27 ans et 9 mois. Mais, en plus on sait que les anneaux de sément dentaire sont plus larges, lors des grossesses, probablement à cause de l'imprégnation hormonale. Et on identifie 3 grossesses à un an d'écart qui correspondent aux naissances de ces 3 filles en 1443, 44 et 45. On arrive à savoir son nombre de grossesses en regardant sa dent au microscope. Ouais. Concernant la dernière grossesse, l'anneau de sément étant incomplet, il est impossible d'en attester par cette méthode. Bon donc jusqu'ici, l'étude paléopathologique nous donne un faisceau d'arguments pour confirmer que ce qu'on sait de cette dépouille est tout à fait cohérent avec ce qu'on sait de la vie d'Agnès Sorel. On va donc poursuivre notre réflexion pour essayer de comprendre de quelle maladie Agnès a pu souffrir et si l'une d'entre elles est possiblement responsable de sa mort. À l'intérieur du corps, on a retrouvé quelque chose d'intéressant, de nombreuses graines, aromates et des petits fragments de végétaux. En effet, les viscères ont été retirés et la cavité thoracique et abdominale ont été remplies de baies, graines et aromates. Ce sont là des pratiques d'embaumement. C'est en effet une pratique relativement courante dans l'aristocratie, mais cela avait été d'autant plus nécessaire dans le cas présent, parce que le corps devait attendre l'arrivée du roi et qu'ensuite il fallait le transférer depuis Jumièges en Normandie jusqu'à Loches où elle allait être inhumée. Et que le corps allait devoir être transporté dans toutes les villes en procession, ce qui pouvait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça aurait été dommage de trimballer un corps putréfié et malodorant à présenter aux villageois et aux différents nobles et notables du coin. C'est finalement l'analyse parasitologique du liquide de décomposition qui permettra d'avancer sur la cause du décès. On y découvre de nombreux œufs d'Ascaris, un parasite digestif. Les parasitoses digestifs c'était relativement fréquent à l'époque, du fait d'un manque d'hygiène lors de la préparation des repas. Dans le cas des Ascaris, les vers peuvent mesurer jusqu'à 25 cm et chaque ver peut pondre 20 000 œufs par jour. Cela perturbe le fonctionnement du tube digestif en formant des amas qui peuvent être évacués par les selles ou en causant des troubles digestifs, douleur abdominale, diarrhée, glaire sanglante et même aller jusqu'à l'occlusion digestive. Il semble donc difficile qu'Agnès Sorel ait pu ignorer cette affection, les ascaris pouvant sortir par les orifices comme les narines ou la bouche. C'est dégueulasse. C'était une maladie assez mal vue à l'époque, on pouvait penser que c'était dû à une putréfaction de son vivant ou à un châtiment divin réservé aux femmes de mauvaise vie. Et vu son statut de maîtresse du roi pas tout à fait légitime, on comprend que cette affection ait pu être difficile à vivre et qu'elle ait donc essayé par tous les moyens de s'en débarrasser. Et pour se soigner, à l'époque, il y a 2 traitements décrits, la fougère mâle et les sels de mercure. L'analyse du liquide de décomposition confirme la présence de fleurs de fougère mâle avec les œufs d'Ascaris. Et l'analyse de ces poils pubiens et des aisselles par 3 laboratoires différents révèle la présence de sels de mercure. Seulement, la véritable anomalie, c'est que le taux de mercure mesuré est très important, de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus important que la normale, et qu'elle est concentrée au niveau de la racine du poil. Ça signifie qu'Agnès Sorel a reçu une dose massive et probablement mortelle de mercure sur une période de quelques jours. Agnès Sorel serait donc décédée non pas à cause de ses parasites digestifs, mais bel et bien d'une intoxication au mercure liée à son traitement. Et il faut savoir qu'à l'époque, le mercure est aussi connu pour être un poison, issu du cinabre et utilisé à Florence et en Moscovie. Mais alors, Agnès Sorel a-t-elle été empoisonnée ou a-t-elle succombé à une simple erreur de dosage de son traitement? Son médecin personnel aurait-il pu la trahir et l'empoisonner à son insu? Aurait-il pu faire l'erreur
de donner 1000 fois trop de mercure? A-t-elle été victime des intrigues de Louis XI, qu'il a détesté et qui aurait pu commanditer son assassinat? Ou peut-être encore de sa cousine, Antoinette de Maignelet, qui gagnait les faveurs du roi et qui prit rapidement sa place de favorite? Des questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. Ah ouais, vous êtes encore là? Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode. Un grand merci à Léo pour avoir fait péter le compteur d'abonnés et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous conseille donc la lecture du livre de Philippe Charlier, dans lequel j'ai pris la plupart de mes infos, qui s'appelle Médecin des morts. Donc lisez-le, ça vaut quand même grave le coup. Je vous mets les sources dans la description et puis abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.